sommes le 6 mai 2020 et à partir du 11 mai, nous allons très probablement commencer à être déconfinés. Alors, dans le cadre du droit du travail, ce déconfinement va prendre la forme d'un certain nombre de mesures que votre employeur va devoir respecter. Et au-delà des fiches métiers qui décrivent très précisément les gestes barrières qui doivent être mis en place, les préventions, les précautions à prendre devant le Covid-19, et ces fiches métiers qui figurent sur le site du ministère du Travail et qui correspondent donc à chaque des métiers types qui ont été examinés et auxquels il conviendrait que vous vous référiez pour avoir des précisions sur les gestes qui vous concernent dans un métier particulier. Le Premier ministre a déposé, a indiqué et a rédigé un protocole de déconfinement qui est beaucoup plus général et qui s'applique donc aux entreprises, etc. Donc de manière générale avec les précisions donc des différents fiches métiers. Dans ce protocole qui est assez technique puisque si vous le lisez, vous allez rentrer dans le détail du calcul des jauges, je vais m'expliquer. Donc c'est quelque chose de très technique, assez long, que je vais résumer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais je vais vous indiquer ce que vous devez retenir. D'abord, ce que vous devez retenir, c'est que le gouvernement considère que la priorité des priorités face au Covid-19 et la prévention première est une prévention collective qui doit être mise en œuvre et qui consiste à respecter les gestes barrières. Alors les gestes barrières, vous les connaissez désormais. Le fait nous devons éviter donc d'avoir des contacts physiques avec nos collègues et donc les embrassades, le serrage de main, etc. doit être évité et il ne doit pas d'ailleurs intervenir, donc des gestes en ce sens. Et puis nous devons naturellement nous laver les mains de manière extrêmement régulière et nous devons également nous tenir à une distance de 1 mètre de chaque personne que nous côtoyons dans les entreprises. Alors cette distance d'1 mètre a conduit le gouvernement à préciser que cette distance sera respectée en fonction donc de jauge, on appelle ça comme ça. Donc c'est 1 mètre qui doit être à l'avant, à l'arrière, de côté, etc. Et on considère donc que les salariés doivent avoir un espace par salarié dans un lieu fermé qui représente 4 mètres carrés par salarié. Et en fonction de la surface de votre entreprise, on crée des jauges qui représentent en fait 4 mètres carrés. Donc si vous avez une entreprise dont l'espace par exemple est de 50 mètres carrés, on va devoir calculer dans ces 50 mètres carrés en déduisant les distances, les espaces liés au placard, les espaces liés au bureau, donc tout ce qui a trait donc à ces zones occupées, on doit les enlever. Et puis avec la surface restante, le protocole précise même qu'il faut enlever toutes les zones de circulation. Donc si vous avez des couloirs qui sont propres à la circulation, ils ne doivent pas être pris en considération dans la jauge. Donc on enlève les surfaces de circulation, nous reste une surface pondérée et dans cette surface-là, on va appliquer la jauge, c'est-à-dire qu'on va, s'il nous reste par exemple 30 mètres carrés, on va être plus facile, donc 28 mètres carrés, donc on va, avec ces 28 mètres carrés, diviser par 4 qui nous fait 7, il y a dans un espace, par exemple dans une entreprise, dans des locaux de 50 mètres carrés, qui ont des surfaces communes et des surfaces occupées au sol par les bureaux, les armoires, etc., les sanitaires, etc. On enlève 20 mètres carrés, il nous reste 30 mètres carrés ou 28 mètres carrés. Sur ces 28 mètres carrés, on divise par 4, ça nous fait 7. Il y a 7 salariés qui peuvent travailler dans cet espace-là. Donc, si vous êtes plus de 7, on va considérer que les simples applications des gestes barrières ne suffit pas. Et face à cela, vous allez naturellement continuer à pouvoir travailler dans ces locaux, mais le protocole précise que dans ce cas-là, il faudra rajouter une mesure complémentaire de protection qui va être le port du masque. Et le port du masque donc pourra
s'imposer va même s'imposer dans ce cas-là, puisqu'en fait la distanciation d'1 mètre ne sera pas respectée. Donc vous pouvez naturellement reprendre votre activité au sein de cette structure, mais vous devrez porter un masque donc pour pouvoir vous protéger. C'est seulement lorsque la distanciation d'1 mètre n'est pas possible que le port du masque doit s'imposer. En dehors de ce cas-là, le protocole rappelle que le port du masque n'est absolument pas obligatoire. Le protocole donc précise également toute une série de règles d'hygiène qui doivent être respectées, et notamment la nécessité pour votre entreprise, votre employeur, de nettoyer les locaux de manière extrêmement régulière, de les aérer toutes les 3 heures, 15 minutes, de nettoyer avec des produits qui sont même définis dans le protocole, donc de nettoyer les espaces et les surfaces que vous utilisez habituellement. Les rampes d'escalier doivent également être nettoyées toutes les 2 heures, puisqu'en fait le protocole rappelle qu'il faut absolument, quand on descend les escaliers dans des locaux, se tenir à la rampe, puisqu'il y a un nombre considérable, 10% des accidents du travail procèdent d'une chute dans les escaliers. Donc les rampes ne doivent pas être condamnées, mais par contre elles doivent être nettoyées toutes les 2 heures. Donc ces règles d'hygiène, l'employeur doit absolument les mettre en œuvre, doit, avant que vous repreniez dans les locaux, repreniez votre activité dans les locaux, avoir donc estimé quelles étaient les règles d'hygiène qu'il devait mettre en place. Par exemple, également faire en sorte de limiter l'utilisation des salles de pause pour qu'elles ne soient pas encombrées. Donc ça veut dire qu'il faut échelonner les pauses au sein des entreprises pour faire en sorte donc de fluidifier l'utilisation de ces salles, de toutes les parties communes. Donc il y a toutes ces préventions, toutes ces règles qui vont devoir être estimées. Et puis cette estimation, elle passe par exemple également par une estimation du temps qu'il vous faudra, vous salariés, pour arriver dans les locaux, et notamment quand vous arrivez dans des locaux dans l'espace de l'entreprise et que vous devez vous arrêter pour décliner votre identité ou justifier de votre badge, ensuite monter les escaliers, prendre l'ascenseur. Les règles d'ascenseur, les règles de distanciation s'appliquent aussi dans les ascenseurs, donc cela veut dire que monter dans un espace qui, par exemple, dans un immeuble qui est de très grande hauteur, eh bien ça impose un temps qui devra être estimé par votre employeur. Et pourquoi est-ce qu'il devra être estimé? Parce que vous devrez éventuellement, l'employeur devra échelonner les heures d'activité, les horaires des salariés pour éviter la trop grande attente devant les ascenseurs, devra également estimer ce temps de déplacement lorsque vous allez d'une réunion à une autre, éviter d'avoir recours à de trop grandes réunions. Voilà, toutes ces estimations devront être faites. On nous précise également qu'il faut privilégier le travail dans un bureau. Chaque personne devrait pouvoir bénéficier d'un bureau. Il faut privilégier cela. Lorsque ça n'est pas possible, lorsque vous travaillez dans des open space, eh bien, il faut éviter le travail en face à face. Et si, encore une fois, ça n'est pas possible, eh bien, il faut installer un plexiglas pour éviter tout risque de contamination. Donc, tout cela doit être estimé. Et doit être estimé de manière préalable et acté dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui doit donc être ensuite naturellement diffusé aux représentants du personnel, et qui doit naturellement, toutes ces mesures de précaution doivent être portées à votre connaissance. Tout comme vous devez être informé des modalités d'utilisation des masques si ce masque s'impose, puisque la distanciation d'1 mètre n'aura pas été possible. Vous devez avoir été formé à l'utilisation des masques, et il est d'ailleurs précisé que le masque sera privilégié et que le port de gants est même déconseillé, puisque le gouvernement considère que utiliser des gants pour ce problème du Covid-19, pas pour d'autres professions, naturellement, lorsque le port de gants est obligatoire contre les travaux de soudure, etc. Ça, c'est hors cadre. Mais dans le cadre du Covid-19, le port de gants est déconseillé parce on nous explique que il conduit les salariés à imaginer qu'ils sont mieux protégés et à ne pas faire attention, donc à ne pas porter leurs mains à la bouche, aux oreilles, dans les yeux, dans le nez. Donc,
Tout cela doit être estimé et la question qui se pose également est de savoir si votre employeur doit ou peut vous être un acteur en fait de l'estimation de la propagation du Covid-19. Concrètement, est-ce que votre employeur peut vous dépister et vous imposer de passer des tests donc, pour savoir si oui ou non vous avez le Covid-19. Alors la réponse est très très claire dans le protocole, votre employeur ne peut pas vous imposer de passer un test sur le Covid. Ça n'est pas possible, c'est même strictement interdit et il n'y a que les médecins, enfin que les autorités médicales qui ont la qualité pour effectuer ces tests de dépistage. Est-ce que votre employeur peut vous contraindre à prendre votre température avant d'accéder sur votre lieu de travail? Alors là, le protocole est un petit peu moins explicite, mais il rappelle la règle suivante. Le principe, c'est que votre employeur ne doit pas vous conduire à prendre votre température. Il n'a pas en l'état la possibilité de le faire. Il peut envisager, pour des raisons de sécurité et qu'il devra naturellement très clairement expliciter, faire une campagne donc de dépistage de la température qui, vous le savez, est un indice éventuel de Covid. Alors, ces campagnes doivent être entourées dans un cadre très strict. Les conditions et les raisons qui conduisent votre employeur à à vous demander de prendre votre température doivent être explicitées dans une note de service et on doit donc expliciter ces raisons. On doit naturellement prévoir des modalités de prise de température qui respectent votre dignité, vous l'imaginez bien, et surtout la note de service doit être simultanée, si elle est mise en place immédiatement. C'est une note de service qui doit avoir valeur, qui aura valeur d'un règlement intérieur. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'employeur respecte la procédure spécifique de mise en place ou de modification du règlement intérieur avec une disposition spéciale du Code du travail qui autorise l'employeur à mettre en place une note de service dans l'urgence et à ne consulter le représentant du personnel, à informer de manière simultanée les représentants du personnel, à les consulter seulement après, alors que normalement pour règlement intérieur il faut le faire avant, il y a un délai d'un mois à respecter. Donc il doit informer le CSE, il doit également en même temps transmettre cette note de service à l'inspection du travail. Donc dans ces conditions-là, si cette procédure est respectée, vous pouvez être soumis à la prise de température, mais on vous invite à le faire pour pouvoir accéder au site. Et si vous refusez, vous êtes en droit de refuser la prise de température. Et dans ces cas-là, le protocole précise même que si la prise de température est une condition pour accéder au site, eh bien votre employeur ne peut pas vous refuser de vous payer. Voilà. Donc on est loin donc de la prise de température imposée, ça n'est pas possible et c'est naturellement encadré. Donc tout cela sera mis en place à partir du 11 mai et vous retrouverez sur mon site d'ailleurs le protocole qui était assez explicite donc, et que j'ai résumé, je l'espère, de manière assez précise. Ce qui est également nouveau et sur quoi je voulais revenir, c'est peut-être que certains d'entre vous ont signé avant le confinement dont nous faisons l'objet, donc ont signé avant le 17 mars une rupture conventionnelle. Et vous savez que les ruptures conventionnelles, la procédure est encadrée de l'obligation de respecter un délai de réflexion de 15 jours calendaires, donc à partir de la signature, il doit y avoir 15 jours calendaires, et puis après l'expiration de ce délai de 15 jours calendaires au cours duquel l'employeur ou le salarié peuvent parfaitement revenir sur la rupture conventionnelle qu'ils ont signée, eh bien la rupture est ensuite envoyée à l'inspection du travail pour être en tout cas homologuée ou en tout cas validée de manière implicite, voilà. Et l'inspecteur du travail a
15 jours ouvrables pour homologuer ou ne pas s'opposer. Alors le problème, c'est que tout ce qui s'est fait avant le 17 mars 2020, le problème se pose de savoir, si vous étiez dans le délai de réflexion, est-ce que ce délai a continué à courir ou pas avec le confinement? La réponse que nous précise le gouvernement, c'est oui, naturellement. Le délai de réflexion a continué à courir. Donc si vous avez signé une rupture conventionnelle avant le Covid, que vous étiez dans le délai de rétractation à partir du 17 mars, ou si vous avez signé une rupture conventionnelle après le 17 mars, le délai de rétractation a couru. L'inspecteur du travail a donc un délai de 15 jours ouvrables pour homologuer la rupture conventionnelle. Si ce délai d'homologation a commencé à courir pendant la période de confinement, c'est-à-dire à partir du 13 mars et jusqu'au 26 avril, eh bien, entre le 13 mars et le 26 avril, les délais qui ont commencé à courir ou qui étaient en cours entre le 13 mars et le 26 avril ont été suspendus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont recommencé à courir avec un nouveau délai de 15 jours qui a recommencé à partir du 27 avril, donc, et vous comptez 15 jours ouvrables, ça fait jusqu'au 16 mai 2020, donc jusqu'au samedi 16 mai 2020, expiration du délai d'homologation. Si dans le délai, vous aviez au mois de mars envisagé une rupture conventionnelle parce que vous aviez un autre travail, etc. Et puis dans le délai, malheureusement pour vous, ce travail est tombé à l'eau, comme j'en ai vu beaucoup. Et que finalement, cette rupture conventionnelle vous arrange plus beaucoup, voire vous dessert. Et vous pouvez essayer d'envisager, de prendre attache avec l'inspection du travail pour alerter l'inspecteur sur cette situation nouvelle, ce fait nouveau, et indiquer à l'inspecteur et à votre employeur d'ailleurs qu'au final, le changement de situation, cette crise, ce marasme fait que vous ne souhaitez plus une rupture conventionnelle. Donc dans ces cas-là, peut-être que l'inspecteur et peut-être aussi que votre employeur pourra prendre en compte cette situation nouvelle qui peut vous conduire à ne plus envisager la rupture conventionnelle que vous envisagiez avant cette crise du Covid-19. Je voudrais préciser également que pour les consultations de CSE, les délais de transmission d'ordre du jour et de convocation ont été modifiés. Vous savez que normalement, eh bien, ce délai de 3 jours, et il a été rapporté pendant la durée, donc c'est à compter du 2 mai et jusqu'au 23 août 2020, donc pour toutes les consultations qui se rapportent à cette situation de Covid-19, aux mesures de prévention, etc., eh bien, le délai donc, de transmission de l'ordre du jour aux membres des CSE donc, ont été ramenés de 3 à 2 jours. Seulement pour ce qui concerne le Covid-19, parce que si l'employeur compte mettre en place un PSE, et naturellement dans ces cas-là, ce sont les délais de droit commun qui doivent s'appliquer, et certainement pas les délais abrégés de 2 jours.